Voilà, je vous propose que l'on démarre ce webinaire. Donc, je m'appelle Jérémy Fin, je travaille chez Welcomer. Nous sommes un acteur des PropTech, donc des technologies pour l'immobilier, et en particulier, on fait du contrôle d'accès dans le cloud avec une passion pour ce modèle apparu il y a un peu moins d'une décennie qu'est le coworking. Aujourd'hui, on accueille un invité de marque. Il s'agit de Ben Tannenbaum. Donc cofondateur de Cowork Intel. Comme son nom l'indique, Cowork Intel, c'est de la data intelligence, donc le Intel dans le coworking. Et Ben intervient depuis Madrid, où il travaille en coworking et il habite en co-living. Comme je l'indiquais, Cowork Intel a mené une étude mondiale sur l'impact du Covid dans le monde du coworking. Et l'objectif de ce webinaire est qu'il nous en présente les résultats. Donc l'étude a concerné, je crois qu'il y a eu plus de 200 répondants dans le monde entier. Et, euh, et avec une forte représentation de la France, parce qu'il y avait deux partenaires en France de cette étude. Il y avait Coworking France, qui est un regroupement, une association bien connue, et pour le coup Welcomer. Donc c'est comme cela qu'on a été associé à l'initiative de Coworking Intel. Donc on a relayé le questionnaire auprès de notre communauté. Donc, euh, donc juste voilà, pour nous présenter un peu, donc Coworkitel, c'est une entreprise de benchmarking. On est spécialisé sur les espaces de travail flexibles. Donc ça fonctionne comme un data co-op, c'est-à-dire que nos membres fournissent des données et en échange, ils ont accès à des données anonymisées, agrégées. Donc c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est les fondateurs. Donc un grand merci à nos partenaires, en particulier Welcomer, qui nous a permis de couvrir autant d'espace. Euh, je vais commencer avec le message principal qui est... Donc, déjà, je vais peut-être rappeler quelle est l'enquête. Donc, on a posé des questions sur l'auto-occupation avant le Covid, pendant le Covid et attendu après, le nombre d'employés et des questions sur le business model des opérateurs. Tu as un problème de micro, Ben, je crois. Ouais. Cette moyenne, on va dire, cache, on va dire, une petite partie de l'industrie pour laquelle l'impact a été considérable. Donc, je pense que ça, c'est le message général. Et on va regarder comment ça se traduit dans les chiffres. Donc, euh, donc, quelques points forts en termes de taux d'occupation. Donc, l'impact a été considérable, en particulier du fait des mesures de quarantaine. Donc, moins 60% en moyenne dans le monde. Mais, comme je disais avant, l'impact en termes d'employés a été plus modéré, avec une diminution autour de 20%, un peu moins de 20%. Et ensuite, là, il y a certains messages intéressants qui sont sortis en termes de business model qu'on va décrire plus tard. En termes d'optimisme, le secteur s'attend en moyenne à une reprise enfin, c'était 6 mois à ce moment-là, c'est-à-dire janvier 2021, donc un optimisme modéré, disons. Qui a répondu à cette enquête? Donc ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui ont répondu, merci beaucoup. Le nombre de réponses a été considérable, surtout pour le peu de temps dans lequel on a fait l'enquête. Donc plus de 300 réponses. Ensuite, il y a des caractéristiques sur les plus de 300 réponses, donc plus de 100 en France en particulier grâce à Welcomer. Ensuite, il y a des caractéristiques sur les types d'espaces dans lesquels je vais rentrer un peu plus en détail maintenant. Donc ça, c'est un point important, c'est que les espaces qui ont répondu ont en moyenne 2,5 ans, avec une majorité à une année d'ouverture en 2018. Et c'est important parce que, comme on le verra plus tard, le taux d'occupation est lié à l'année d'ouverture, c'est-à-dire que les espaces qui ont ouvert il y a plus longtemps ont tendance à être plus occupés. En termes de taille, il y a une majorité d'espaces indépendants, près de 50%, mais avec quand même un quart d'espaces de taille grande, c'est-à-dire plus de 4000 m², et quelques chaînes globales ou nationales. Euh, Ensuite, en termes de business model, donc là, cela reflète l'industrie en général, c'est-à-dire que la majorité des répondants ont des baux, donc lease en anglais, avec 20% qui sont propriétaires et opérateurs. Et ensuite, le reste qui ont des contrats de type partage de profit ou partage de risque.
Donc, premièrement, pour garder le résultat en termes de taux d'occupation à un niveau très général, donc la baisse d'occupation a été observée dans toutes les régions, comme on peut s'y attendre, et la plupart des répondants s'attendent à une reprise en janvier 2021. L'espace européen avait un taux d'occupation légèrement inférieur avant le lockdown à ceux des États-Unis ou de Latin America. Donc, zoom sur l'Europe. Donc là encore, il y a quelques messages intéressants. C'est-à-dire que la baisse d'occupation a été visible dans tous les pays, en particulier au Royaume-Uni où elle a été considérable. L'Allemagne, en revanche, a été moins touchée, ce qui est peut-être lié au fait que les mesures de confinement ont été plus légères là-bas. En revanche, l'emploi a considérablement diminué en Allemagne, mais je pense que c'est important de mentionner qu'il est possible que les répondants allemands aient interprété la réponse en termes de nombre d'heures plutôt qu'en termes de nombre d'employés. Parce qu'en Allemagne, il y a eu des mesures par le gouvernement pour s'assurer que les employés qui sont mis à mi-temps puissent continuer à toucher presque leur salaire d'avant. Donc voilà. Ça, c'est un slide qui est assez intéressant à plusieurs points de vue. Donc là, sur ce slide, on voit le taux d'occupation en fonction de l'année d'ouverture. Donc il y a un premier point qui est intéressant qui est une sorte de temps pour atteindre le taux d'occupation à long terme, c'est-à-dire autour de 80%. Parce qu'on voit que les espaces qui ont ouvert plus récemment ont tendance à avoir, donc la barre violette, c'est-à-dire la taux d'occupation avant la crise, avait tendance à avoir un taux d'occupation plus faible et qui augmente relativement linéairement au cours du temps pour atteindre une sorte de moyenne de long terme entre 75 et 80%. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça montre que l'espace de coworking met en général 4 à 5 ans pour atteindre un taux de remplissage de long terme. Un autre point qu'on peut voir, c'est que les espaces donc plus anciens ils étaient à des niveaux d'occupation plus élevés, mais ils ont également été plus durement touchés que les espaces plus récents. Ensuite, là, on regarde par l'impact sur le taux d'occupation en fonction de la taille. Donc, on peut voir que les espaces plus grands ont eu une sorte de taux de rétention, enfin, un impact sur leur taux d'occupation plus élevé, enfin, plus modéré, ce qui est peut-être dû au fait qu'ils ont des occupants qui sont de taille plus grande eux-mêmes et donc qui ont pu absorber le choc de la crise relativement mieux. Ensuite, en termes de bail, je ne vais pas passer très longtemps sur ce slide, mais on peut voir que l'impact sur le taux d'occupation a été similaire pour les cowork qui ont des baux et ceux qui sont aussi propriétaires. Donc là, c'est un point, c'est le point que je mentionnais en introduction sur la moyenne et les extrêmes. On peut voir. Ben, on t'a perdu les 10 dernières secondes si tu avais la gentillesse de reprendre la phrase. Un point qu'on verra encore plus fortement pour les employés, qui est important à prendre en compte. Ensuite, on a demandé aux opérateurs s'ils ont renégocié leur bail. Environ la moitié, pour ceux qui avaient des baux, environ la moitié ont renégocié, avec une certaine variation entre pays. On peut voir par exemple qu'au Royaume-Uni, c'était seulement un quart, alors qu'en Amérique du Sud, ça a été 100%. Ensuite, un autre point qui est ressorti, c'est que les espaces plus anciens et plus petits ont été plus susceptibles de renégocier leur bail. L'ancienneté peut éventuellement expliquer que la relation avec le propriétaire est plus établie et donc il est plus facile de renégocier. Donc là, c'est le point sur la moyenne et les extrêmes dont je parlais avant. Donc c'est une distribution en statistique qu'on appelle avec une queue lourde, c'est-à-dire qu'il y a une moyenne. Donc, on a dit avant qu'il était un taux d'impact, enfin, un impact sur l'emploi relativement modéré, c'est-à-dire c'était moins 16%, ce qui est expliqué par le fait que 61% des espaces n'ont absolument pas changé leur effectif. Mais par contre, comme on voit ici, à l'extrême, c'est-à-dire il y a 10% des espaces qui ont perdu tous leurs employés. Donc, il y a cette sorte de moyenne modérée cache une véritable, un vrai drame. En revanche, en termes d'attente ou d'optimisme, les espaces en Europe, en Asie et en Amérique du Sud s'attendent tous à embaucher après la période de confinement. Ici, donc, on regarde le nombre d'employés en fonction de la taille et en fonction de ce que les espaces ont renégocié leur bail.
on voit que le nombre d'employés s'est relativement maintenu dans les espaces les plus petits et que les espaces qui ont renégocié leur bail ont également eu tendance à réduire leur effectif, ce qui est assez logique. Donc là, c'est plus sur l'optimisme des espaces ou disons l'aspect subjectif des choses. On a demandé aux espaces s'ils avaient considéré que leur gouvernement les avait soutenus, si leurs propriétaires les avaient soutenus, et ensuite des questions sur leurs attentes pour le futur. Comme on voit ici, les espaces ont eu tendance à dire que leurs propriétaires les ont plus soutenus que leur gouvernement, ce qui est un point intéressant, donc avec 50% d'espace qui considèrent que leurs propriétaires les ont soutenus. Et ensuite, sur les attentes du futur, plus de la moitié pense que c'est un recul temporaire et que l'industrie va s'en sortir plus forte. En revanche, une majorité pense que les opérations vont être très différentes après le confinement, ce qui est probablement lié aux mesures de distanciation et autres. En termes d'attente, donc comme on l'a dit, la majorité s'attend à une récupération dans 6 mois. Les répondants s'attendent à moins d'open space, de bureaux partagés et plus de bureaux privés. Et enfin, les espaces plus jeunes ont eu tendance à être plus optimistes quant au temps de récupération, mais les espaces plus anciens sont plus positifs par rapport à l'avenir de l'industrie en général. Voilà. Super. Est-ce que je peux te demander de bien vouloir reprendre la slide 18 parce que... Oui, Ben, tu m'entends? Ben. Non, je t'entends pas, Jérémy. Si tu veux marquer la question peut-être dans le chat, et si vous m'entendez, j'y répondrai comme ça. Voilà. Je vais reprendre le slide 18. Nous commenter la slide 18. Voilà, s'il te plaît. Je vais marcher avec un autre, avec mon iPad, je vais voir si ça marche mieux. Donc ça a coupé au slide 18, c'est ça? Alors, juste pendant la slide 18, mais c'est revenu après, donc ça nous a, voilà, ça nous a fait une pause café. Mais si tu pouvais juste reprendre le commentaire, je pense que ça a intéressé tout le monde. Et en plus, tu venais de dire que c'était particulièrement intéressant, donc Ouais, ça a éveillé notre appétit. C'est le point sur la moyenne et les extrêmes, en fait, qu'on voit encore plus pour le nombre d'emplois. En fait, ce qui se passe, c'est que la moyenne de l'impact en termes de taux d'occupation était d'environ 60%. Donc, c'est considérable, mais c'est pas 100%, c'est-à-dire quand même 40% d'occupation qui reste. Donc on pourrait se dire que c'est plutôt positif, ce qui est le cas. Mais pour une partie de l'industrie, donc on voit ici ce qu'on appelle cette queue lourde, c'est-à-dire une grosse partie de la distribution aux extrêmes. Pour une partie pour cette partie de l'industrie, l'impact a été de 100%, c'est-à-dire qu'ils ont concrètement perdu tout leur nom. Donc voilà, je pense que c'est un point, qui se montre, qui se voit encore plus pour le taux d'emploi et qu'il faut prendre en compte, je pense. Et alors, comment est-ce que toi tu expliques que les espaces ouverts récemment sont plus confiants sur le court terme, mais que ce sont les espaces ouverts il y a plus longtemps qui voient le flex comme un modèle pérenne? Enfin, ça me semble contradictoire. Je crois que c'était un peu plus tard. C'est pas forcément. Enfin, je pense que les espaces les plus anciens voient. Voilà, c'est juste après. Voilà, celui-ci. Et ces deux-là. Je pense que le fait que les espaces plus anciens considèrent Exactement. plus optimistes par rapport à l'industrie, c'est peut-être qu'ils ont plus de temps pour trouver un business model, disons, soutenable, avec des membres qui sont loyaux, etc. Donc je pense que ça c'est relativement compréhensible. En revanche, sur la récupération, c'est dur à dire. C'est-à-dire que après, bon, je pense que la différence n'est pas énorme. Parce qu'on voit que c'est autour de 7 mois pour les espaces avant 2015 et 6 mois pour les espaces les plus récents. Donc je pense que c'est relativement similaire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, enfin, dans notre imaginaire, je parle d'imaginaire parce que c'est contradictoire avec ce qu'on voyait, les espaces les plus grands étaient ceux qui mutualisaient le mieux les coûts fixes, et donc c'est ceux qui étaient le plus rentables. C'est-à-dire pour qui le taux d'effort, donc le taux d'effort, c'est la part du loyer sur l'ensemble des charges, était le plus modéré. Okay. Et en fait, dans ce que tu nous dis, c'est qu'apparemment, ce sont les plus petits espaces qui sont les plus résilients.
là que j'ai pensé j'ai trouvé qu'il y avait un paradoxe. Mais c'est intéressant parce que c'est dans la proximité avec les membres, dans l'effet de communauté, que quelque part, il se crée une fidélité. Ouais, c'est possible. Ouais. Enfin, il y a plusieurs aspects, mais tout à fait. Ouais. Là, on voit pas le taux d'effort. Bon, on voit sur ce slide, on voit le taux d'occupation, mais c'est effectivement, on voit le même effet, c'est-à-dire que les espaces les plus anciens sont en taux d'occupation plus élevé que les espaces les plus récents. Donc, voilà, c'est lié à enfin, c'est le même point, je pense. Hmm. Hmm. Avant qu'on ouvre les questions à tout le monde, est-ce que tu peux nous décrire la méthodologie que vous avez employée pour arriver à ces résultats, le planning, la campagne de collecte d'informations, la façon dont vous les avez traités, histoire que tout le monde comprenne bien Ok. comment vous en arrivez à ces conclusions? Tout à fait, ouais. Donc, le principe, c'est que les données sont toujours anonymes. C'est-à-dire déjà, on a eu la chance d'avoir des partenaires actifs et avec un gros réseau. Donc, ouais, en particulier Welcomer, mais en France aussi, Coworking France, que je voudrais remercier maintenant. Donc, on a contacté donc, nos partenaires. On a fait une série de questions avec les fondateurs et d'autres personnes avec qui on travaille. Et ensuite, donc on a essayé de trouver un trade-off entre avoir suffisamment de questions pour qu'on comprenne bien les résultats mais en même temps limiter le temps de réponse parce que si c'est trop long, enfin, voilà, ça leur prend trop de temps, ils vont pas jusqu'à la fin. Et on a également structuré le questionnaire pour qu'il n'y ait aucun texte, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des choses à cliquer, ce qui rendait les choses plus faciles à faire. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'on a eu autant de réponses. Donc, on a structuré le questionnaire comme ça. Ensuite, on l'a envoyé via nos partenaires et nous directement à nos espaces. Donc ensuite, on a fait quelques relances. Et ensuite, la manière dont on a traité les résultats, c'est que les gens pouvaient laisser leur email s'ils voulaient recevoir les résultats, mais on enlevait toutes ces données personnelles dans la spreadsheet qui a permis de traiter. Et ensuite, on a des process, on utilise des outils de BI voilà, pour faire tout ça. Ok, la BI, c'est la business intelligence, hein. Ouais. Très bien. Donc, on va ouvrir les questions. Je t'en pose une dernière pour laisser l'audience affûter ses armes. Donc, si on se focalise un instant sur la France, donc on voit qu'il y a 109 répondants sur les 300 et quelques que vous avez obtenus au total. Ouais. Quels sont pour toi alors, même si il y a une compilation qui est en cours des résultats en France, mais quels sont pour toi les deux, trois convictions que vous vous êtes faites sur l'impact du Covid sur le marché français du coworking, ton associé et toi? Ça, si tu veux, on peut parler de ce slide-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, la variation en termes de nombre d'employés a été très faible. C'est la variation la plus faible des pays d'Europe, enfin des pays d'Europe, disons, comparables. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui, ben, d'un autre côté, il était interdit enfin, il y a eu une interdiction de licenciement, il y a eu enfin, donc Voilà, c'est logique, quelque part. exactement, donc c'est probablement aux mesures gouvernementales. Mais par contre, l'impact en termes de taux d'occupation euh, a été considérable, enfin, autour de 50%. Et on revoit quand même si d'ailleurs, ce qui est intéressant, vu que c'était relativement impossible de le faire, mais on voit cette histoire de moyenne et d'extrême en France également, puisque le nombre d'employés a en moyenne peut varier, mais il y a quand même 9% pour lesquels le nombre d'employés a été diminué à zéro. Comment ça s'est passé exactement en fonction des mesures, je sais pas. Mais donc voilà, il y a quand même une partie de la France qui, même si c'est pas la majorité, une partie de l'industrie qui a été considérablement touchée. Donc je pense que le message est similaire à celui des 300 réponses. Du reste de l'Europe. Ouais. Mm. Et quand tu dis enfin, enfin, changement d'occupation moyen, on est bien d'accord que de toute façon, pendant le confinement, il n'y avait personne au bureau et que quelque part, c'est la perte des membres qui étaient en contrat de service, donc engagés au mois le mois. Euh, Voilà, cette slide-là, ça veut dire que un espace qui avait 10 personnes, il reprend post-confinement le 11 mai et finalement, ils sont plus que 5. C'est bien ça que ça veut dire. voilà, c'est ça, exactement.
Enfin, c'est comme ça que la question a été posée. Après, il y a peut-être eu des interprétations différentes. C'est vrai il y a une subtilité en termes de taux d'occupation, c'est-à-dire est-ce que c'est le nombre de contrats ou est-ce que c'est le nombre de gens qui viennent? Donc, dans les pays où ça a été un confinement total, je pense on peut raisonnablement interpréter ça comme le nombre de contrats, je pense. Ok. Ok. Et ben alors pour le coup, je continue avec une question en attendant d'en recevoir. Donc pour poser vos questions, c'est très simple. Soit vous utilisez le chat et je poserai la question en vous nommant, soit bah, il n'y a pas de problème pour que, en m'indiquant que vous avez une question, bah, vous preniez la parole face caméra et vous posiez votre question. Il y a vraiment pas de problème, on est entre nous. Donc, Ben, une autre question. Tu as évoqué le business model de Coworking Tel en introduction, à savoir que bah, Ouais. quelque part c'était un échange de données. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce voilà, on est 25 personnes, dont 3 personnes de Welcomer et toi, donc ça fait sans doute 20 opérateurs d'espace de coworking présents. Ok. Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir accès à des données chez Coworking Tel? Donc déjà pour rappeler précisément ce que c'est, donc ça c'est pas un data co-op, donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'hôtellerie avec une entreprise qui s'appelle STR par exemple aux États-Unis ou MKG en Europe. Euh, donc le principe en fait c'est que avoir des données sur des espaces comparables permet de faciliter un certain nombre d'opérations et permet de faciliter les conversations avec le propriétaire et permet également d'avoir des arguments, enfin de mieux comprendre où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut croître. Donc l'idée c'est d'apporter la transparence pour aider les opérateurs. Et donc le principe, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'un opérateur qui veut accéder à des données précises sur le taux d'occupation, le niveau de prix par mètre carré et d'autres métriques pour un marché de données, soumet ses propres données pour un espace et en échange, il a accès aux données agrégées, anonymisées pour un certain nombre d'espaces comparables. Donc ça, on appelle ça un comp set, donc c'est ce que je montre là sur le slide. C'est composé de au moins 4 espaces comparables. Donc le principe, c'est que l'opérateur nous rejoint, il soumet ses données, il nous donne 4 espaces comparables qui l'intéressent, et ensuite on restitue les données pour ces espaces comparables sous la forme d'une moyenne. Donc les données individuelles sont jamais montrées, c'est anonyme, mais ça permet quand même d'avoir un benchmark euh, voilà, pour bien comprendre ce qui se passe dans le marché, euh, éventuellement. Éventuellement l'utiliser pour faire des décisions d'aménagement d'espace, de détermination des prix. Donc voilà, tout genre de choses. Et comme je l'ai dit, pour faciliter les conversations avec le propriétaire. Un autre use case qu'on est en train de voir en ce moment, c'est la rédaction de contrats de partage de revenus. Euh, donc ça, nos données permettent de déterminer des contrats qui sont faits. Voilà. Ok, merci Ben, c'est très clair sur le métier de Coworking Tel. On a un, enfin, un commentaire d'Ishraf qui est avec nous, Ishraf Jarret, et elle nous dit, je pense que c'est un prénom féminin, que le modèle économique du coworking n'est structurellement pas très rentable, et donc elle te demande comment le mixer avec d'autres alternatives, garantir une stabilité des cash flows. J'imagine, enfin, moi, pour le coup, si je peux mettre Ishraf, j'ai tendance à dire que le modèle est plutôt rentable, mais qu'il reposait notamment sur des compléments événementiels et autres, et que, avec les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur la reprise du marché événementiel, est-ce qu'il n'y a pas d'autres compléments à la location de bureaux à aller chercher? Et donc, la question pour toi, Ben, c'est est-ce que vous voyez de telles réflexions sur le modèle économique chez vos clients? Tu parlais tout à l'heure par exemple, de revenu sharing avec les bailleurs. Donc, Voilà. j'imagine que ça, c'est un excellent amortisseur. Encore faut-il que les bailleurs le tolèrent, l'acceptent. Mais est-ce que tu vois des innovations en matière de business model grâce à la crise économique et sanitaire? Ouais, c'est intéressant. Alors, bon, premièrement, on est une entreprise de données. On n'est pas des opérateurs de coworking. Donc, je pense que les opérateurs qui gèrent ou qui ont géré depuis longtemps des coworking savent mieux comment le faire que nous. En revanche, c'est vrai qu'on voit un certain nombre de tendances.
Je ne suis pas tout à fait convaincu sur le point que le modèle n'est pas rentable. J'ai des exemples d'espaces qui sont très rentables. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit pas possible que ce soit rentable. C'est juste qu'il y a un modèle à trouver. Il y a une gamme à trouver, etc. Il y a un positionnement. Donc en termes en termes d'innovation, donc je pense qu'il y a tout l'aspect communauté, etc. On n'est pas les mieux placés pour parler. Il y a des gens qui comprennent ça beaucoup mieux que nous. En revanche, Alors, Ishraf nous dit qu'effectivement, elle est elle-même opératrice d'un espace de coworking en Tunisie. Donc, ouais. elle connaît. Donc, elle parle en connaissance de cause. Mais par Merci, exemple, Ishraf, de vous présenter. sur le point des contrats de partage de revenus, je pense que c'est intéressant. On va publier bientôt des arguments pour lesquels ça peut être intéressant pour les opérateurs et un template gratuit que les opérateurs pourront télécharger avec déjà une certaine structure pour le contrat. Et je pense que donc il y a effectivement ce point, il faut essayer de convaincre le propriétaire. Mais en réalité, le, le point principal des contrats de partage de revenus, c'est que en fait, c'est également avantageux pour le propriétaire. C'est-à-dire que si vous avez un bail, on dirait que c'est plus safe, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, le jour où l'opérateur arrive vraiment plus à payer, quelque chose qu'on a vu récemment par exemple, et bien à ce moment-là, l'opérateur soit a plusieurs espaces, mais a créé une sorte de structure dédiée, une structure légale et juridique dédiée pour cet espace et peut faire défaut sur cet espace, ou l'opérateur est indépendant à un seul espace et il fait juste défaut sur espace. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que le propriétaire pensait être protégé, mais tout d'un coup, il perd tous ses revenus et éventuellement les dépenses qu'il avait avancées à l'opérateur. Donc le bail, on dirait que c'est plus safe, mais c'est pas vrai. En fait, ça cache le risque jusqu'au moment où c'est trop tard. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant pour les propriétaires, c'est-à-dire de dire, bon, si on fait un contrat de partage de revenus, vous avez transparence. Vous pouvez voir exactement ce qui se passe. Je ne vous dirai pas au dernier moment, bah, voilà, on arrête tout. Et l'autre point, évidemment, c'est qu'il y a de l'upside il y a un potentiel à la hausse pour le propriétaire quand les choses vont bien. C'est-à-dire il peut récupérer une partie du profit, ce qui n'est pas le cas dans un bail. Donc je pense enfin, c'est un sujet qu'on analyse en ce moment parce qu'on voit une tendance dans l'industrie. C'est relativement faible, c'est que 10%. Mais si vous regardez des industries similaires, dont l'hôtellerie et le retail, donc les magasins dans la rue, c'est beaucoup plus présent. Le retail, il me semble que c'est la norme. Et l'hôtellerie, il y a il y a plein de contrats différents, mais c'est très présent. Et donc, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à proposer à votre propriétaire. Je sais pas si tu parles, Jérémy, j'entends pas. Non, non, mais merci, Ben. Je demandais si tu avais bien répondu à sa question, mais donc la réponse c'est que, bah, effectivement, enfin, les réflexions possibles, c'est que dans le commerce ou dans l'hôtellerie, il y a déjà des modèles où l'exploitant négocie avec son bailleur un pourcentage de son chiffre d'affaires en guise de loyer, quelque part, et c'est une soupape d'amortissement en cas de crise, et ça donne de la visibilité aux propriétaires des murs, et ça donne aussi de l'air à l'exploitant dans les mauvais moments. Donc c'est un modèle qui aligne les intérêts tout Exactement. en créant de l'upside pour le propriétaire. Et j'ai entendu, enfin, on a parlé à des propriétaires qui sont très intéressés par ça, qui sont en train d'essayer de le faire. Et tu as évoqué le chiffre de 10% comme étant voilà, les premières signatures que tu as vu passer. Je pense 10% du chiffre d'affaires. actuellement c'était une statistique que j'ai vue, donc 10%, mais en croissance. Et nous, Ok, on voit sur nos chiffres que c'est ça, d'ailleurs. C'est autour de 10%. ok, ok. Très bien. Est-ce que quand on regarde la dynamique récente du coworking où on a des groupes hein, qui se forment dans cette industrie. Enfin, il y a des groupes historiques, mais il y a de plus en plus. Enfin, il y a une forme de régionalisation des opérateurs de coworking. Mhm. Euh, est-ce que tu as constaté que les indépendants résistaient mieux que les réseaux
ou que les réseaux régionaux résistaient mieux que les réseaux nationaux ou internationaux. Enfin, est-ce que vous avez ce niveau de granularité dans la topologie que vous avez réalisée? Les résultats doivent rester anonymes. Donc, je peux pas regarder une chaîne Ok. Par contre, on peut voir en termes de Mm. taille. Et on a vu que les espaces plus grands ont quand même eu tendance à tenir, à tenir un peu mieux que les espaces plus petits. Ok. Ok. Donc plus de réserves et plus de... Très bien, c'est logique. Potentiellement Est-ce qu'on a d'autres... des, Excuse-moi Ben, je t'en prie. potentiellement des occupants qui sont eux-mêmes de plus grande taille et donc qui avaient eux-mêmes un peu plus de soupapes. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci Shraf encore pour votre question. Est-ce qu'on a des questions pour Ben pendant qu'on l'a? Donc je vois qu'il y a par exemple Philippe qui nous a rejoint. Bonjour Philippe, de Bonjour Philippe. la belle ville de Richelieu. Voilà, il y a Rémi aussi qui nous a salué en début de webinaire. Vous connaissez l'un et l'autre très bien le monde du coworking. Est-ce que ces chiffres vous parlent? Est-ce que vous retrouvez quelque part dans les résultats de cette étude? Nous, à Richelieu, c'est bien modeste. Donc, c'est difficile de faire des comparaisons avec les chiffres que vous annoncez pour des coworking beaucoup plus importants. Mais c'est intéressant. J'avoue que je prends beaucoup de plaisir à écouter et à regarder les chiffres que vous nous présentez. Vous êtes un gérant, Comment? vous êtes un gérant d'espace? J'entends pas. Il y a un peu d'écho. Oui. Non, mais moi, c'est un petit espace, 400 mètres carrés, et dans une ville historique, Richelieu, mais au fond du département. Donc, c'est depuis un an, donc c'est plus compliqué, mais bon, j'équilibre. Et depuis, en revanche, depuis l'ouverture, là, depuis quelques semaines, j'ai des demandes de gens qui s'y intéressent. J'en ai eu pratiquement 3-4 jours de suite. Donc, je suis optimiste. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais pour les coworking importants, j'avoue que ça peut aussi être compliqué avec les mesures qui sont imposées par les différents gouvernants. Je pense que c'est difficile, vous l'avez dit tout à l'heure, d'équilibrer les comptes pour un coworking. Ça doit être compliqué quand je vois les chiffres. Bon, dans notre département, bon, c'est modeste, mais si vous avez plusieurs milliers de mètres carrés, mais ça va se développer parce que le télétravail à la maison a ses limites. Et les gens vont se retrouver dans des coworking, mais il ne faut pas imposer comme ça des vitres un peu partout parce que ça va être compliqué. Les investissements vont être importants. Je ne vois pas comment on peut rentabiliser. Déjà, c'est difficile à rentabiliser, d'après ce que j'ai compris, si on ne fait pas d'événementiel. Ça va être compliqué. De toute façon, c'est compliqué. En tous les cas, j'apprécie. Je vois l'ami Rémi, là. Hein, et c'est avec Rémi que j'ai démarré. Je te laisse finir. Non, j'en ai terminé. C'est chez toi qu'il y a l'écho. Ah oui, c'est chez moi. Ouais. Donc voilà, puisque vous m'avez demandé, je réponds. Merci Philippe. Merci Philippe. Je suis ravi d'être avec les jeunes, là. Merci Philippe. Je veux bien juste un petit mot Rémi, juste pour Ben. Donc Philippe dirige un espace de coworking à Richelieu, qui est une commune d'environ 2000 habitants en Indre-et-Loire, donc dans le 37, une ville magnifique. Si tu as l'occasion d'y passer, Ben, ne rate pas. Et donc Rémi voulait aussi réagir à mon injonction de réagir, et derrière on aura une question de Roden. Voilà, je t'en prie Rémi. Merci beaucoup Philippe. Bonjour Ben, merci pour ces commentaires sur cette étude qui est intéressante effectivement. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer après toute cette découverte du télétravail pour des milliers d'entrepreneurs en France qui étaient absolument contre, arc-boutés contre, et qui aujourd'hui découvrent que finalement, c'est quand même pas si mal que ça.
et surtout qui découvre aussi que les mètres carrés de bureau vont être à revoir en termes de coûts. Et je pense que ça, c'est une belle ouverture pour les espaces de coworking, à condition peut-être aussi d'offrir des choses d'une façon un petit peu différente. Et moi, je sais que je vais travailler là, je suis proche de France Tiers-Lieu et de toutes ces choses-là. Et je me suis mis dans des groupes de travail sur cette promotion du télétravail après, parce que j'avais déjà eu l'idée de travailler là-dessus avant, en région, avec notamment en se rapprochant un peu de la NDRH, l'Association nationale des DRH, pour voir justement quel était l'attrait potentiel des entrepreneurs et des grands groupes, notamment par rapport à justement ces histoires de mètres carrés de bureau. Et je pense que là, on a une donne qui a changé et qui peut être extrêmement intéressante à travailler. Ouais, tout à fait. Il y a des initiatives en ce moment, par exemple d'Escapade, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est des services qui se mettent en contact avec les entreprises, en particulier les larges entreprises, pour essentiellement faire la promotion de travailler plus près de chez soi et les mettre en contact avec des espaces de coworking adaptés. Donc, ouais, effectivement, c'est possible que ça, euh, les gens ont été forcés de le faire et donc maintenant, bah, ils peuvent pas l'enlever de leur mémoire, ils l'ont vu. Donc, on va voir, ça va être intéressant. Ouais. Alors après, il faut les faire passer de chez eux à un endroit différent, mais qui n'est pas l'endroit où ils travaillaient habituellement. Et là, il y a un petit passage à faire et à bien orchestrer. Et je pense que pour des régions comme les nôtres, qui sont en bordure de la région parisienne, et avec l'afflux de clients, enfin comment dire, de travailleurs qui passent dans le train tous les jours pour aller travailler sur Paris, on a vraiment une carte à jouer. Et en plus sur un plan régional, parce qu'on a un très très beau réseau régional d'espaces de coworking, on en a 35 dans la région. Et avec des belles unités et des beaux exemples. Et même si Richelieu fait semblant d'être tout petit dans son petit coin, il est à la croisée des chemins et il est dans un écrin. C'est un écrin, son espace de coworking. Ça m'a envie de venir. Signaler parce que c'est très beau à voir et c'est très beau à vivre. Ok. Bon, bah, Merci beaucoup, Rémi. Merci. Merci Rémi. Alors justement Rémi, tu évoquais le télétravail comme, enfin, est-ce qu'un opérateur de coworking est légitime pour proposer des solutions de télétravail? On a Roden, Franck Popino, qui nous demande justement à propos de ces nouveaux services associés au coworking à forte valeur ajoutée, quelles sont les nouvelles tendances? Donc j'imagine Roden, enfin si c'est comme la Sainte, que c'est aussi un prénom féminin. Donc Ben, qu'est-ce que tu en penses sur les nouvelles tendances des services à valeur ajoutée dans les espaces de coworking? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y avait ce qu'il y avait avant le Covid et ensuite il y a eu ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y aura après. Bon, je pense que nous, dans nos données privées, on mesure ce qu'on appelle les services auxiliaires. Donc, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un bureau, tout ce qui n'est pas de l'espace. Et on voyait une grande variété de services auparavant avec des espaces qui font certains espaces qui faisaient des choses intéressantes où en fait les occupants de l'espace eux-mêmes fournissaient leurs propres services dans l'espace. Donc, par exemple, il y a un espace où on pouvait avoir un service de livraison de fleurs parce qu'il y avait une start-up qui faisait ça dans l'espace. Donc ça, ce genre d'utilisation en interne des services, des ventes, je trouve ça intéressant. Après, j'ai quand même mis dans beaucoup d'espaces à la différence d'un café ou à la différence d'un hôtel en particulier, les services externes ne sont pas forcément la plus grosse source de valeur ajoutée. Ils sont plutôt là pour soutenir la communauté, soutenir le fait de vendre un espace et les membres à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt ça mon impression en tout cas de ce qui se passait avant. Donc pas beaucoup de diversité, mais pas forcément là où il y avait la plus grosse valeur ajoutée. Ou en tout cas, pas la valeur ajoutée en termes de profit. Peut-être la valeur ajoutée en termes de création de communauté, mais pas forcément en termes de profit. Pendant le lockdown, il y a eu des initiatives intéressantes, comme vous avez probablement tous vu, de sorte de maintenir la communauté en ligne. Donc, il y a des espaces qui ont réussi à le faire assez bien. Il y a des services comme Coworkies que tu connais, Jérémy, qui ont aidé les espaces à faire ce genre de choses pendant la crise. Et après la crise, évidemment, je ne peux pas prédire l'avenir. Mon sentiment personnel, c'est que ça manque aux gens, le fait d'avoir une communauté. Et donc que les services qui sont autour de ça, en fait, qui permettent de promouvoir ça, seront probablement des bonnes idées. Mais bon, après, c'est que mon point de vue.
Non, merci Ben. On a une autre question d'Ishraf qui nous demande si, alors j'essaie de comprendre la question, mais post-crise, est-ce que les coworking se débrouillent par eux-mêmes ou est-ce qu'il y a des aides? Donc Ishraf, juste avant, enfin Ben habitait à Madrid, donc je ne sais pas s'il est au courant des mesures gouvernementales, mais en France, il est possible de solliciter un, un prêt à un taux très bas, 0,25%, auprès de sa banque qui elle-même va se faire garantir par l'État jusqu'à un montant équivalent à la moitié de son chiffre d'affaires de l'année passée. Donc c'est sûr que pour un espace qui vient d'ouvrir, ça ne fonctionne pas. Et en revanche, pour un espace qui a au moins une année et demie d'ancienneté, il peut s'appuyer sur le chiffre d'affaires de sa première année qui forcément n'est pas encore optimisé pour avoir une aide, alors qu'il y a quand même un crédit, hein, donc qui doit faire l'objet d'une validation en comité de crédit et qui doit être remboursé. Donc voilà, je ne sais pas, Ishraf, si je réponds à votre question, mais en tout cas, je laisse Ben compléter tant pour la France que pour l'Europe en général, parce que votre question portait bien sur l'Europe. Donc, ces mesures-là, effectivement, elles ont été en France et elles ont été dans la plupart des pays européens, dont l'Espagne. Il y a également eu, comme tu sais, Jérémy, des mesures de soutien à l'emploi, donc en permettant de faire passer les employés à temps partiel et l'État qui couvrait une partie du reste du salaire. C'est probablement pour cette raison qu'on a vu un impact sur l'emploi relativement modéré en, en France et en Europe en général. Ok, Ishraf, il nous intéresse de savoir comment ça a été géré en Tunisie, comme vous êtes basé là-bas. Voilà, si vous préférez le faire par le chat, on est tous intéressés par savoir ce qui se passe autour de nous. On a une question de Martin David qui nous... Ah, Ishraf, je vois que vous avez activé votre Oui, micro, donc si vous allô. souhaitez nous raconter ce qui se passe en Tunisie, merci. Merci de prendre la Euh, parole. merci Jérémy et Ben. Ici en Tunisie, on a vraiment juste à peu près 49 coworking space dans toute la Tunisie. Et ici, je sais pas, c'est pourquoi j'ai posé la question, car ce qui est connu ici, c'est que les coworking ont le droit d'avoir des fonds, des grants plutôt. C'est-à-dire que c'est pas un prêt bancaire. C'est comme, c'est pas des bourses, c'est des grants. C'est des Comment on appelle? subventions. Des subventions. Voilà, des subventions. Des subventions. Voilà. Donc, j'ai voulu savoir, est-ce que, par exemple, les coworking en Europe en général, est-ce qu'ils se basent seulement sur cette partie-là ou non? Ils ont, c'est-à-dire des investissements auto. Ils font les investissements auto. Jérémy, vas-y. Alors, à ma connaissance, il y a très peu de subventions, hein. Il y a quelques mairies qui veulent avoir leur espace de coworking parce que ça manque, mais c'est principalement d'initiatives privées. Enfin, voilà, il y a plus. Quand c'était encore nouveau, il y a une dizaine d'années, on voyait ce phénomène, mais c'était très local. Et aujourd'hui, c'est principalement des fonds privés, des entrepreneurs accompagnés de leur banque. Mais je laisse Ben compléter avec la partie plus. Moi, je donne les réponses simples et je laisse l'intervenant compléter. Je pense que Rémi voulait peut-être parler de France Tiers Lieu, non? J'ai l'impression. Non, je voulais, merci. Je voulais simplement signaler que les subventions existent en France à l'heure actuelle et notamment, il faut penser une chose, c'est qu'il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui prennent conscience des tiers-lieux en dehors du programme national France Tiers-Lieux et autres, mais qui ont pris et à travers, par exemple, des appels à projets tiers-lieux sur fonds européens, avec des fonds européens. Moi, j'en ai monté ici dans la région avec des fonds fédères gérés par la région elle-même, puisque moi, je travaille à la fois pour l'État et la région en région. Et il faut savoir que ça existe, hein. Nous, par exemple, sur les 35 que je citais tout à l'heure, on a un tiers de privé pur, on a un tiers d'associations donc qui s'autogèrent, entre guillemets, mais souvent avec quelques aides locales de municipalités et autres. Et on a un tiers qui est vraiment soutenu, complètement soutenu par des collectivités et des fonds qui peuvent être, par exemple, des fonds tels que À vos idées, qui sont des fonds régionaux. Donc ça existe, hein. Et je compléterai, c'est un peu plus anecdotal, mais c'est plutôt du côté emploi. Il y a une initiative en Europe qui s'appelle Erasmus pour entrepreneurs, où des espaces de coworking en fait peuvent faire un échange avec un entrepreneur d'un autre pays qui est intéressé par l'univers du coworking. D'ailleurs, je recommande à cet endroit-là notre partenaire Coworkies qui a en fait des annonces d'emploi, enfin qui permet aux espaces de coworking de publier des annonces d'emploi spécifiquement pour le coworking. Et
Donc, ce programme Erasmus pour entrepreneurs permet d'accueillir un entrepreneur intéressé par le coworking avec l'Union européenne qui couvre en gros une partie de ses dépenses. Donc, c'est un programme qui peut être intéressant. Je connais un espace à Berlin qui le fait souvent. Je connais deux espaces à Berlin qui le font souvent et un espace à San Francisco également. Donc, voilà, ça peut être intéressant. C'est très simple à faire euh, et ça marche bien. C'est des échanges entre 1 et 6 mois. Génial, donc ça veut dire que je suis entrepreneur, j'en sais rien, dans une ville n'importe laquelle en France. Je veux aller travailler 3 mois à Budapest. Il me trouve un entrepreneur à Budapest qui veut prendre ma place et je prends sa place, par exemple. Voilà, ou alors C'est- tu peux même trouver l'entrepreneur toi-même et le faire s'inscrire sur la plateforme et ensuite euh, Erasmus, le programme, te couvre en gros le coût de ton logement et un peu plus. Super, bah, c'est passionnant, je ne savais pas que ça existait. Merci Rémi, merci Ben pour les compléments, bah, voilà, les éclairages. Merci Ishraf d'être venu clarifier la question. Donc apparemment, effectivement, plein d'aides sur le continent européen. Une question de Martin qui s'adresse aussi à Rémi. D'ailleurs, Ben et Rémi, pensez-vous que cette transition peut passer par une démocratisation du coworking? Je pense que la transition à laquelle fait référence Martin, c'est la transition d'un modèle de pur coworking à un modèle hybride, coworking plus télétravail. Donc la question c'est voilà, est-ce que finalement le coworking va se démocratiser, y compris quelque part au bureau traditionnel, comme Rémi, tu évoquais, et Ben, vous évoquiez que le bureau, le modèle du bureau va être remis en question, et Philippe confirmait qu'il en avait bénéficié déjà avec des appels entrants. Tout C'est à bien fait. ça, tout à fait. Merci Martin. C'est quelque chose qu'on voit. Il y a par exemple aux États-Unis ou en Angleterre un modèle qui s'appelle Core plus Flex. Donc avec des entreprises qui ont une partie de leurs employés dans le centre-ville et une autre partie qui sont en flex. Vous avez peut-être vu que Facebook a décidé de faire ça. Donc il y aura 50% des employés dans leur méga bureau et 50% qui vont travailler de eux. Il y en a forcément une partie qui va aller dans les espaces de coworking locaux. Donc voilà, tout à fait. Je pense que dans le concept de démocratisation, il y a aussi peut-être l'idée que des très grandes entreprises euh, commencent à le faire. Facebook, c'est pas forcément de la taille de Airbus, mais c'est quand même une grosse entreprise maintenant. Donc oui, ça commence à arriver. Moi, j'étais dans des conférences sur le coworking où il y avait Nike, Air France qui étaient là et qui s'intéressaient à ça. Parce qu'évidemment, il y a un aspect rétention d'employés. Si vous permettez à vos employés de travailler là où ils veulent, il est peut-être plus facile de les garder. Donc, euh, donc oui, tout à fait, je pense qu'il y a un trend. Donc c'est ce concept de core plus flex, et il y a également le concept ça s'appelle hub and spoke, où là c'est encore une étape plus poussée vers la décentralisation, c'est-à-dire que là il y a plus de bureau central du tout, et les gens travaillent de là où ils sont. Et ça commence à arriver avec l'entreprise Twitter, par exemple. Il y avait déjà des entreprises qui étaient full remote, mais Twitter récemment a dit que voilà, après le Covid, ses employés pourront travailler de là où ils veulent. Donc ouais, tout à fait, ça arrive. Et je pense que c'est vraiment excellent pour le bonheur des employés, pour la planète, parce qu'il y aura moins de commute, de transport, pardon. Donc je pense que c'est quelque chose qui me remplit de beaucoup de joie. Ouais, je Merci vais, je beaucoup. vais, je vais dans le même sens parce que sur la région, on a deux, trois exemples où des entreprises de taille très moyenne, et c'est là que c'est intéressant, ont lancé des appels d'offres auprès d'espaces de coworking pour pouvoir y placer leurs propres employés, sachant que leur siège, etc., il est supprimé complètement. Ouais, c'est excellent, c'est hyper intéressant. J'ai aussi Donc, entendu, j'ai aussi c'est un entendu phénomène nouveau, mais c'est un phénomène, et à mon avis, ça c'était avant le Covid, donc je pense que ça va s'accentuer après. tout à fait. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, moi j'ai plein d'exemples également. J'ai entendu beaucoup de cas similaires. Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup. Avec plaisir, Martin. Avec plaisir. Euh, euh, donc a priori on a couvert votre question. Bah écoute Ben, il est 15h25. Je vais te poser la dernière question. Si tu devais faire la suite de cette étude dont tu nous as présenté les résultats,
quelles seraient les questions que tu poserais et que vous avez oublié de poser ou que vous avez jugé ne pas avoir la place ou le temps de poser? Une erreur qu'on a faite, c'est qu'on aurait dû demander le nombre de sièges. Parce que ça aurait été intéressant de voir la densité des espaces et de voir comment c'est susceptible de varier. Donc c'est une question c'est une question qu'on aurait dû mettre. Et ensuite, en termes de couverture, j'aurais bien aimé avoir plus de réponses des États-Unis. Donc voilà. Si c'était à refaire, j'améliorerais ça. Ok, ok. Et alors, enfin, ça me fait penser à autre chose quand tu parlais de densité. Est-ce que pour toi, il y a des spécificités françaises dans le coworking? Je pense notamment au maillage du territoire qui est plutôt dense en France par rapport à d'autres pays européens où on ne trouve des espaces de coworking que dans les capitales. Ouais. Est-ce que tu vois, toi, des particularités sur le territoire français? C'est ce que j'allais dire. Il y a, grâce à des initiatives comme France Tiers-Lieu, donc des initiatives gouvernementales, il y a un maillage beaucoup plus dense en France que par exemple au Royaume-Uni, où il y a une extrême densité à Londres, où c'est le plus gros marché mondial. Les espaces de travail flexibles sont plus de 5% de tout le parc commercial, donc par rapport à une moyenne mondiale d'entre 1 et 2%. Donc c'est le plus gros marché, c'est extrêmement dense à l'intérieur de Londres. Il y a littéralement deux cowork par immeuble, enfin par bloc. Donc ça, c'est clairement une différence. Ok, génial. Bah, merci infiniment, Il y a également, Ben. C'était. il y a Vas-y, je t'en prie. il y a également, comme tu le sais peut-être, une entreprise qui est en train de reconvertir des anciens bureaux de la Poste en, en coworking. Startweb. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, donc ça va être ça va être intéressant en termes de maillage parce que ça permet d'aller vraiment voilà, très en profondeur dans le territoire. Ouais, bah, justement, Startweb dont tu parles, l'initiative, enfin, on les connaît bien. Ils ont une initiative géniale pendant le confinement. Ils se sont mis à proposer à la location un coworking chez soi. Donc, le mobilier, notamment le même que dans son espace de coworking. Donc c'était Ouais, voilà, enfin, on pouvait reproduire son espace du travail, mais à domicile. Donc il livrait les meubles, la multiprise, la même chaise qu'à son espace et tout. ouais. Je trouvais ça assez génial et en même temps plein d'humour parce qu'évidemment, enfin, les gens se sont mis à regretter l'environnement du bureau, donc ils ont répondu à ça et on a eu un autre client qui a eu une inspiration aussi assez sympa, c'est que, en plus, ils ont réagi extrêmement vite, c'est que le jour de l'annonce du confinement, ils ont permis, c'est la Halle Emera à Bordeaux, ils ont permis à leurs coworkers de rentrer chez eux avec leurs meubles. Donc les gars ont pris le tram ont pris le tram et le vélo avec leurs chaises. Donc ça devait être assez drôle de voir 300 coworkers avec une carte sortir du lieu et à ce moment ils doivent les voir revenir avec la chaise et les taches de café dessus. Voilà, donc ça doit être assez sympa à vivre. Ouais, Comme on parlait de service à valeur ajoutée. ouais, c'est assez génial, c'est clair. J'ai vu ça dans certaines gyms aussi, où les propriétaires permettaient aux gens de repartir avec les points. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Eh bien, merci infiniment, Ben. Je crois que ça a passionné le groupe qui s'est joint à nous. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes pour vos questions. Donc, c'était très dynamique. Ben, est-ce que tu nous permets de publier le replay enfin de l'enregistrement vidéo de ton intervention? C'est une question de Wilson qui n'a pas pu accrocher le début du webinaire et qui nous a rejoint qu'à la moitié et qui voulait savoir si on publierait le replay. A priori, c'est oui, mais pour Bien toi, sûr, pas de souci. aucun problème. Génial. Je pense que c'est enregistré d'ailleurs, parce que je vois Rec en haut. Absolument. Donc aucun Absolument. problème. Génial. Eh bien, merci Ben et merci à tous pour vos questions, d'avoir été présents et on vous dit à très bientôt pour la suite
des webinaires Welcomer. Encore merci à Coworkintel de s'être prêté au jeu et pour les résultats passionnants de leur étude mondiale sur la santé des espaces de coworking. À bientôt. Au revoir. Et au revoir, à bientôt.